Alors bonjour, je suis heureuse d'être là devant vous, je suis heureuse de vous voir ici. Je vais commencer par remercier les organisateurs de ce festival parce que ça fait 2 jours que je suis ici, que nous sommes ici, parce que nous sommes en couple avec mon compagnon Gilles qui montera sur la scène tout à l'heure. Et on a des rencontres, des partages formidables. Des échanges de qualité. Je repars avec vraiment plein d'énergie de tout ce qu'on a pu échanger durant ces 2 jours déjà et certainement aujourd'hui aussi. Donc merci à vous d'être là. Je trouve qu'il y a une énergie formidable et voilà, je suis d'un naturel optimisme et là ça me donne encore plus d'optimisme quand je vois tous ces bébés, ces enfants courir, les parents qui sont là, ouverts, pétillants, enfin voilà, c'est très très plaisant. Alors je vais venir et je suis là pour vous parler du couple. Et je pourrais résumer cette heure de conférence par une phrase: il est important de prendre soin de son couple. Quand je vous ai dit ça, voilà, je vous ai quasiment tout dit, je vous ai délivré le message principal et on va voir pourquoi ensemble il est important, vraiment important de prendre soin de son couple. Alors, comme ce beau château se situe avenue Albert Einstein, j'aime beaucoup les citations d'Albert Einstein et je vais commencer par une citation donc d'Albert qui dit « La folie, c'est de se comporter toujours de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. » Voilà, donc ça c'est le beau programme pour le couple, c'est de ne pas se comporter toujours de la même façon parce que sinon on va avoir toujours les mêmes réponses. Donc ce que je vous propose, et mon souhait, mon envie, mon intention, c'est de permettre aux couples de devenir des partenaires d'évolution, de permettre aux couples de créer une oasis. Alors c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais c'est un mot que j'adore. Mon entreprise s'appelle Oasis Management. Voilà, je suis dans ce métier depuis à peu près les années 2000-2002. Et l'oasis, c'est quelque chose qui m'inspire, de la fraîcheur, du ressourcement, de la tranquillité. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler du couple? Je vais commencer par là. Et je vais vous parler un petit peu de mon histoire, ce qui va vous permettre aussi de comprendre en fait pourquoi le couple me tient tant à cœur. Donc je suis maman de 3 enfants qui sont aujourd'hui grands, hein, puisque ma petite dernière, mon petit bébé a 21 ans et mon aîné a 27 ans. Lorsque je me suis mise en couple, vraiment, je me suis mariée et je me suis mariée avec une innocence en pensant comme beaucoup d'entre nous peut-être, que aimer, ça allait suffire. Et à l'époque, parce que j'ai divorcé, hein, je suis sortie de ce couple après 22 ans de vie commune. À l'époque, quand je me suis mariée, j'étais vraiment dans cette idée que voilà, on s'aimait et puis ben, ça allait faire. Hein. Et j'ai attendu mon premier enfant. J'étais parallèlement créatrice d'entreprise. J'avais créé une entreprise d'édition justement pour aider les parents. Et parallèlement, j'attendais mon premier enfant. Avec plein d'envie, un idéal pour élever cet enfant. Enfin voilà, j'étais joyeuse. Je ne vais pas le poser parce que je vais peut-être en avoir besoin. Et en fait, la naissance de cet enfant ne s'est pas passée comme je l'avais idéalisé. Il y a eu un accouchement très compliqué. J'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru qu'il allait mourir. Et en fait, c'est un événement qui a complètement changé ma vie. Au moment de partir à la maternité, alors on va pas sortir les flonflons, je vais le faire rapidement, mais le papa a paniqué. En tout cas, le futur papa a paniqué. Il a pris une crise vraiment de panique, de colère. Et on est parti vraiment dans un état relationnel déplorable. L'accouchement a été difficile. Et par la suite, ce premier enfant, qui s'appelle Gabriel, que j'embrasse, a eu des nuits hyper compliquées. Et l'enfer a commencé, c'est-à-dire qu'il ne dormait pas la nuit. Et j'ai commencé petit à petit, même si j'étais à l'époque jeune et pleine d'énergie, j'ai commencé à m'épuiser. Et on a commencé dans le couple à vraiment, excusez-moi le terme, mais j'en vois pas d'autre, vraiment s'engueuler. Parce que lorsque l'on ne dort pas,
c'est pas facile. C'est pas facile de trouver une cohésion déjà de couple et c'est pas facile d'être disponible pour son enfant. J'entends une petite fille là qui veut pas être là. Donc, à partir de cette naissance, il y a eu vraiment une fracture dans ma vie. J'étais tellement épuisée que mon entreprise, je me suis dit, je vais faire un choix. Je vais momentanément arrêter mon activité pour m'occuper de cet enfant. Et puis, les nuits passées, ça n'allait pas mieux. Donc, j'ai commencé à faire comme beaucoup de parents ici, à ouvrir des livres, à aller me renseigner. Et puis, c'est là que je suis tombée vraiment dans « mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui se fait ?» Enfin, pourquoi c'est comme ça? Et j'ai commencé par une école de graphologie. Je me suis intéressée au développement de l'être humain et j'ai cherché dans toutes les directions pour arriver à comprendre en fait la détresse de mon enfant. Donc, c'est une épopée fantastique qu'on a vécue parce que ça a été un fleuve vraiment pas tranquille. L'école, ça a été difficile pour lui. Il était dyslexique, dysorthographique. En fait, il avait tous les dys qu'on peut connaître. Et je me suis heurtée avec le papa à des difficultés relationnelles parce qu'on n'était pas d'accord sur la façon de faire. Il trouvait que je me faisais à l'époque trop de soucis. Moi, je trouvais qu'il ne s'en faisait pas assez. Et du coup, on n'était pas en phase en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit que cette ambiance dans le couple devait peut-être avoir un effet délétère, peut-être même plus que cette naissance qui avait été difficile sur la façon dont se développait cet enfant. Et j'ai commencé à faire des études de psychothérapie et je me suis intéressée de près à l'influence que peuvent avoir les parents sur le développement de leur enfant, à l'équilibre du couple et l'incidence que ça peut avoir sur l'apprentissage de l'enfant. Et tout ça, je l'ai écrit et ça a donné un ouvrage qui s'appelle « Un bonnet d'âne sur une tête d'ange ». Parce que je me suis rendu compte en devenant psychothérapeute par la suite et en accompagnant des enfants, grâce à cet ouvrage, j'ai reçu beaucoup d'enfants, de parents, et bien que bien sûr, il y a une incidence directe entre l'ambiance et l'atmosphère du couple et la façon dont nos enfants vont pouvoir pousser. Parce qu'on va le voir, le couple est vraiment le terreau dans lequel l'enfant se développe. Donc j'ai eu cette vie de psychothérapeute et je remercie au passage tous les enfants que j'ai pu avoir, les hommes, les femmes que j'ai écoutés, les couples qui sont venus. Et c'est là que je vais en profiter pour vous dire que bien souvent, on s'occupe de son couple quand il est trop tard. En tant que psychothérapeute, même si on est pleine de bonne volonté, qu'on a des outils formidables, parce qu'il existe des outils formidables pour apprendre à mieux communiquer, à gérer les conflits. Quand on attend trop longtemps, on va empiler, on va avoir des ressentiments et l'énergie du couple, elle va baisser, on va commencer à se demander si on s'aime toujours, etc., etc. Donc, ce que l'on vous propose, parce qu'on a créé une formation qui s'appelle Apicom de couple, c'est vraiment de changer de croyance et de ne plus s'intéresser à son couple lorsque ça commence vraiment à prendre feu, mais de considérer, de prendre soin de son couple dès le début de la création du couple. Le couple est une aventure et une chance formidable. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'évoluer si on sait comment s'y prendre. Alors, la troisième partie de ma vie professionnelle, et c'est ce que je fais aujourd'hui, je suis coach, j'accompagne parce que j'adore les créateurs d'entreprises, j'adore les dirigeants, j'adore en fait les gens qui sont innovants. Donc, j'ai ce plaisir de travailler, d'accompagner les dirigeants, de former les dirigeants et les équipes sur tout ce qui concerne les liens de qualité, la communication. Et en fait, lorsque je leur donnais des petites pépites pour apprendre à mieux communiquer, bien souvent, on me disait « Ah, mais ça aussi, ça peut servir dans mon couple. » Oui, l'écoute attentive, ça peut servir au sein du couple. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, ce qui serait génial, c'est de créer une formation pour que les couples puissent avoir les informations précieuses
pratico-pratiques pour qu'au quotidien, on puisse cultiver l'amour, qu'on puisse cultiver la complicité, la joie dans le couple. Donc c'est pour toutes ces raisons, ma présentation est un peu longue, c'est pour toutes ces raisons que j'ai le plaisir d'être là devant vous aujourd'hui pour vous parler du couple et du couple éclairé. Pour commencer, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec l'idée, enfin, on va dire avec un postulat qui est « Nous sommes tous maladroits en communication interpersonnelle ». Est-ce que vous voulez bien lever la main si vous êtes d'accord avec ce postulat ? Ça me rassure. Bien, parce que si je suis là devant vous aussi, c'est parce que, pour moi en tout cas, j'enseigne bien ce que j'ai le plus besoin d'apprendre. Et pour être devant vous avec un micro, j'ai dû sacrément cheminer. J'avais un tais-toi collé sur mon front. On ne parle pas pour rien dire. On parle si on a des choses intéressantes à dire. Et donc, j'ai dû, et c'est avec plaisir d'ailleurs, que j'ai transformé petit à petit et que je me suis débarrassée de ces étiquettes pour être là devant vous. Donc, un postulat de départ. Nous sommes tous maladroits en communication personnelle. Moi, je suis maladroite et c'est une grande chance parce qu'on va pouvoir apprendre toute sa vie à améliorer sa communication et à améliorer sa communication en couple. Donc, le couple est le terreau dans lequel l'enfant va pouvoir pousser. Boris Cyrulnik, psychiatre, éthologue, qui nous parle divinement bien de la résilience, un thème qui me tient à cœur, nous dit que là où l'enfant va pouvoir développer sa sécurité intérieure, c'est dans les toutes premières années de sa vie, entre 0 et 3 ans. Il appelle ça la niche sensorielle de sécurité. Entre 0 et 3 ans, ce tout petit bout de chou qui arrive au monde, eh bien, c'est une vraie éponge. Il va capter, il va percevoir ce qu'il se passe et voilà, il va récupérer cette ambiance qui va soit lui permettre de s'expanser, de se sécuriser, d'être dans cette oasis de plaisir, de légèreté, soit au contraire de se rétracter parce qu'il y a des tensions, des frictions et qu'il va les percevoir. La difficulté dans le domaine de la communication interpersonnelle, c'est ce qui cause le plus de dégâts dans notre société, dans les entreprises, mais qu'on se heurte à un phénomène invisible. Pour autant, cet invisible crée des dommages bien visibles. Et parler de l'invisible n'est pas aisé, mais je sais que chacun d'entre nous, on a cette faculté de percevoir une bonne ou une mauvaise ambiance. Le challenge pour les couples, c'est vraiment de créer un couple où il fait bon vivre. Ça, c'est agréable. Alors, c'est agréable pour les deux partenaires et c'est agréable pour les enfants. Donc, première chose, le couple est un terreau et ça va être vraiment le lieu où l'enfant, le tout petit enfant, va pouvoir développer sa sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, elle nous permet par la suite de pouvoir rebondir dans les situations difficiles. Alors, des situations difficiles, on peut en vivre tout au cours de la journée, des interactions qui nous font mal, des choses qui ne se passent pas comme on a prévu, etc., etc. Mais aussi des petits traumatismes qu'on va pouvoir vivre, des épreuves de la vie. Lorsque la sécurité intérieure est développée, eh bien, on va avoir plus de capacité pour y faire face, voire même pour transformer cette adversité en une pépite. C'est vraiment l'idée de transformer un pépin en une pépite. Donc, c'est la première chose, je dirais la première matrice, cette matrice nourricière du couple, elle est vraiment très importante. Ensuite, le couple va devenir un tuteur pour son enfant. Le couple va pouvoir lui permettre de grandir en lui donnant des règles, en lui donnant un cadre sécurisant, encore une fois. L'enfant va se sentir porté, on va lui donner la main, on va l'accompagner. Et ça, c'est très important d'être cadré, d'être contenu, parce qu'encore une fois, ça va le sécuriser
ça va baliser son développement. Ça, c'est le couple qui va pouvoir le faire. Le couple est important parce qu'il va inspirer l'enfant. Et là c'est fondamental. C'est vraiment, vraiment bien d'avoir des pédagogies nouvelles et je suis ravie. J'ai fait l'école à la maison à mon enfant parce qu'il était trop 10 et c'était compliqué à l'école. Et je suis ravie de voir qu'il y a plein de pédagogies maintenant, on peut en parler. Et ça c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et du coup, je disais quoi? Je ne sais plus. Tiens, j'ai perdu. La pédagogie. Mais l'enfant, il apprend, merci Gilles, il apprend en modélisant. Voilà, en fait, la façon dont on s'aime, ça va donner à notre enfant, en fait, ce qu'est l'amour. La façon dont on communique, ça va lui donner l'exemple, ça va lui permettre d'apprendre, de modéliser comment on communique. La façon dont on est proche, ça va lui donner, eh bien, il va recopier, parce que papa, maman, c'est la vérité. Papa, maman, c'est la première bulle dans laquelle on arrive, et cette bulle-là, c'est la vérité. Il va falloir attendre de s'envoler un peu pour aller dans d'autres univers et voir qu'il y a des vérités. Mais au démarrage, on croit son papa, on croit sa maman, et donc on va les modéliser. J'ai pu, en tant que psychothérapeute, accueillir des couples avec leur enfant hyperactif. À une période, j'avais beaucoup de parents qui consultaient parce que leur enfant ne tenait pas en place. Alors c'est vrai que l'enfant courait un peu partout dans le bureau, mais bon, c'est OK pour moi. Et je demandais aux parents, c'est quoi votre vie? Vous faites quoi? Et là, je les écoutais et j'avais le vertige en les écoutant. C'était speed le matin, c'était speed le soir, c'était speed tout le temps en fait. Et peut-être que simplement votre enfant, il fait comme vous. Il est peut-être hyperactif comme vous êtes hyperactif. Donc, il y a plein de façons de modéliser ses parents, mais vous le savez, si vous êtes parents, nos enfants, ils nous renvoient des choses qui peuvent nous faire mal parce que ce sont des choses qui parlent vraiment, vraiment de nous. J'ai pu recevoir aussi un petit garçon à la maternelle. Dans cette école, on proposait aux enfants, en tout cas les maîtres et les maîtresses, jouer au loup pendant la récréation. C'était comme ça. Donc, il y avait un loup, des agneaux, et puis... en fait, le loup changeait toutes les minutes, c'était un nouveau loup. Et il y avait un petit garçon, il ne voulait pas être un agneau, il voulait être un loup. Et en fait, ça créait beaucoup de problèmes parce qu'il tapait ses petits camarades, parce que la maîtresse n'arrivait pas à le maîtriser. Et donc, cette maman arrive avec ce petit garçon. Là, ils sont là, tous les deux installés devant moi. Et elle me raconte, donc, son petit garçon veut être que le loup. Et ça crée vraiment des gros problèmes à la maîtresse, qui ne sait pas le canaliser. Alors, la maman va dans la salle d'attente. Je reste avec ce petit garçon. Je ne sais plus ce qu'on fait. On s'amuse. Voilà, je vois qu'il va très bien, qu'il est très vif, etc. On dessine. Et puis, la maman revient. Et elle regarde son petit garçon et elle lui dit... Tu vois la dame, elle t'a pas mangé. Alors en fait, cette maman, elle avait une grande angoisse, c'était une angoisse de se faire manger. Elle avait peur d'être dominée dans sa vie. Elle avait une grande peur de la domination des autres. Et excusez-moi l'expression, elle avait peur de se faire bouffer. Et vous le savez peut-être, mais nos peurs, elles se diffusent, elles contaminent nos enfants. Et là, ce petit garçon, il venait exprimer d'une façon géniale la peur de sa maman. Voilà, alors on a débriefé avec la maman, avec un peu d'humour, avec beaucoup d'humour, parce que l'humour nous sert beaucoup, on a tous à apprendre. Ces deux exemples pour illustrer que vraiment nos enfants, ils nous modélisent et nos enfants nous ressemblent. Une question à vous poser, vous, parents, c'est est-ce que vous ressemblez à votre père? Est-ce que vous ressemblez à votre mère? Est-ce que ça vous plaît de ressembler à maman? Est-ce que ça vous plaît de ressembler à papa? En quoi est-ce que vous aimez ressembler à l'un
et à l'autre. Posez-vous cette question, mettez-vous au clair avec ça, vous déjà en tant que parents. Et ensuite, vos enfants vont vous ressembler. Est-ce que ça vous plaît? En quoi est-ce que vous aimeriez que vos enfants vous ressemblent? Ça aussi, c'est des questions qu'il est intéressant de se poser. Donc ça, c'est les parents qui vont donc être des parents qui vont inspirer, des parents qu'on va modéliser, qui sont un exemple. C'est très important parce qu'il y a une phrase qui dit « Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais ». Mais ça, pour des enfants, c'est un peu paradoxal quand même. Donc il ne s'agit pas d'être des dieux en tant que parents, et je ne cherche surtout pas à vous culpabiliser, parce que je vais pouvoir le placer au passage. La culpabilité, ça ne sert à rien. Le couple parfait n'existe pas, la mère parfaite n'existe pas, et le papa parfait n'existe pas non plus. On fait ce que l'on peut, mais ce qui est intéressant, c'est de faire au mieux. Et on va y venir après avec comment faire justement. Ce couple donc va être modélisé et ce couple va inspirer l'enfant. Si vous êtes parent et que le soir à table, je l'ai tellement entendu cette histoire, le soir à table vous dites « Oh là là, un tel il m'a encore gonflé au travail, oh là là c'est pas possible, j'ai encore du boulot, j'ai pas fini, je suis en retard, et puis l'autre, et puis ci, et puis ça ». Les enfants sont en train de manger leur pâte au beurre avec du gruyère peut-être, mais en même temps, ils absorbent que le travail, c'est pas bien. Ils absorbent que la relation humaine, c'est compliqué. Ils absorbent que papa, maman ne sont pas contents de leur vie. Et ça, c'est pas forcément le meilleur exemple qu'on puisse leur transmettre. L'intention de transmettre le goût d'aimer, le goût de vivre, le goût de travailler, eh bien c'est une intention qu'on peut partager en couple. On va aller qu'à un cas, on va avoir bien sûr, comme tous les couples, des crises, etc., etc. Mais cette intention, si elle est là, elle fait déjà beaucoup. Une question à vous poser, qu'on pose souvent avec Gilles aux couples que l'on rencontre et aux hommes, aux femmes, c'est est-ce que vous connaissez dans votre entourage un couple inspirant? Un couple qui vous paraît harmonieux? Un couple qui vous fait envie? Si vous étiez enfant, vous aimeriez être logé entre ces deux personnes. Je vois devant moi des mous qui font comme ça. Oui, on échangera à la fin, mais ça c'est une question. Et donc stand 101, si vous voulez nous parler des couples inspirants après, on est preneurs parce que hier on a eu la chance notamment d'écouter une jeune fille qui nous parlait de son couple avec tellement d'élan du cœur qu'on a reçu une énergie de dingue. Et quand on parle de son partenaire avec amour et qu'on est là à côté, mais je vous assure, c'est du bonheur. Donc l'idée, c'est de voir cette chance qu'on a d'être en couple et vraiment, si dans pas longtemps, on pouvait parler du couple en positif, parler de son couple en positif, être fier de son couple. Oui, nous deux, on est fiers de notre couple. On est fiers de ce qu'on fait ensemble. On est content d'évoluer ensemble et d'être des partenaires d'évolution parce que ça, c'est un sacré challenge de vie. Alors, maintenant, comment on fait? Ça, une fois que voilà, je vous ai parlé du couple terreau, du couple magie, du couple, de le bonheur du couple et la chance d'être en couple. Pendant 2 jours, on a posé la question aux personnes qui passaient devant notre stand et on leur a dit « Qu'est-ce que vous associez spontanément au mot couple ?» Ce qu'on fait dans les formations, d'ailleurs. Et là, on a, waouh, des mots magnifiques. Amour, numéro 1. Partage, alors là, le mot partage, il arrive, il est plébiscité. Complicité, joie, qu'est-ce qu'on a encore ?
harmonie, j'en oublie plein mais ce sont des mots, quand on les voit sur le tableau, on prend un bain d'énergie d'un coup. Alors, le petit truc, c'est que ça, visiblement, on en a tous envie. Mais dans le quotidien, on peut vivre autre chose. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il est possible qu'il y ait un petit écart entre ce que l'on aimerait vivre, ce qu'on peut appeler un idéal de perfection du couple, et ce que l'on vit dans la réalité. Eh bien, ça, c'est normal. C'est normal parce que entre ce que l'on sait, ce que l'on aimerait vivre et ce que l'on vit, il y a un décalage. On peut lire des livres, on peut savoir les choses. Alors, il faut être bienveillant, positif, ça serait bien qu'on se parle correctement, qu'on se respecte. Ça, on en a envie. Et puis, j'ai entendu tellement de fois des papas, des mamans me dire « je suis contre la violence ». Et pourtant, des fois, je donne une fessée à mon enfant. Et derrière, je culpabilise parce que dans ma tête, je suis contre ça, mais sur l'instant, je le fais et je me hais. Donc derrière, il y a une culpabilité qui arrive et on s'en veut. Alors, je dirais tout ça, c'est normal. On est tous cabossés, nous avons des failles, des cabosses, un peu comme la Terre. Il y a un paysage qui est unique. Nous sommes tous uniques et c'est ce qui fait notre charme. Donc, on ne peut pas se demander l'impossible et je pense que le challenge ne serait pas drôle. On est peut-être venu sur Terre pour apprendre, moi j'en suis persuadée. Donc, il va falloir faire au mieux avec nos failles et nos cabosses. Là où c'est dommage, c'est quand la folie, c'est de se comporter toujours de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Le couple éclairé est le couple qui va oser se poser des questions, qui va oser apprendre. Ici, c'est l'école de la vie. Il y a l'école de la vie du couple. On ne peut plus faire tacite reconduction des couples qui nous ont précédés. La vie, c'est l'évolution. Et bien souvent, on va faire, alors sans conscience bien sûr, on va répéter des schémas parce qu'on est fidèle à la façon dont on nous a élevés. Et on ne remet rien en question. Pourtant, remettre nos parents, notre éducation en question, ce n'est pas dire « je ne vous aime pas ». C'est dire « papa, maman, vous avez fait au mieux pour moi, je vous remercie, je vous aime. Mais moi, c'est moi, nous, c'est nous, et nous, on va co-créer notre couple pour coexister comme on le souhaite. » La chance du couple, c'est de co-créer quelque chose ensemble. Le problème, celle-là aussi, j'ai entendu beaucoup cette histoire. Vous avez un enfant qui commence à pouvoir manger tout seul. Et puis, il ne va pas finir son assiette alors qu'on lui a préparé le meilleur repas du monde, avec l'amour, avec tout ce qu'il faut dedans, sauf qu'il ne veut pas finir son assiette. Et puis là, il y a un des partenaires qui dit « c'est pas grave ». Et puis l'autre, offusqué, c'est pas possible, on ne peut pas gâcher la nourriture, et qui va vraiment s'obstiner pour que cette assiette, elle soit terminée. J'ai entendu de nombreux couples s'achoper sur cette idée de il faut finir son assiette pour l'un et pour l'autre, ça n'a pas d'importance. Sauf que ça, ce sont des croyances que l'on a tous et que l'on ramène au sein de notre couple. Et il n'y a pas de vérité. On ne sait pas s'il faut finir son assiette ou pas. Sauf qu'on va devoir ensemble co-créer des nouvelles règles pour cette nouvelle cellule familiale. Il ne s'agit pas que l'un ou l'autre prenne le pouvoir, décide, mais on va décider ensemble. C'est possible de co-créer une nouvelle cellule familiale. Alors, pour arriver à cuisiner ensemble avec nos vieilles casseroles familiales, justement, parce qu'on arrive en couple avec des vieilles casseroles, et l'un et l'autre, et le must, c'est d'arriver justement à faire cette cuisine alchimique pour créer des bons petits plats ensemble et une bonne ambiance dans la cuisine.
Pour ça, on a 7 points. 7 points pour la paix. 7 points précis qu'on va pouvoir développer ensemble si on en a envie. Alors, il ne faut pas attendre que ça aille trop mal, mais c'est justement maintenant. Ça fait 5 ans, 2 ans, 10 ans, peu importe. On peut toujours évoluer parce que le couple va prendre de nouvelles versions au fur et à mesure que vous allez vivre ensemble. Le premier P, il y en a 7. Alors, vous allez dire, celui-là, il est à la mode, mais il fait partie de la liste, c'est la positivité. Pour moi, ça s'associe vraiment à un univers qui est sain, authentique. Positif, ça veut dire qu'on a envie de faire le meilleur ensemble. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on va faire la politique de l'autruche, tout va bien. Positif, c'est authentique. Donc, il y a des choses qui vont aller très bien et il y a des choses qu'on va devoir changer parce que toutes ces étiquettes dont je vous ai parlé, partage, complicité, etc., il y a aussi des étiquettes qui arrivent après, qui sont conflits, compliqués, problèmes, etc., etc. Donc, la positivité, c'est cette intention de co-créer quelque chose qui soit le mieux possible, en sachant que ça va durer peut-être... si vous restez ensemble toute une vie, mais que c'est ça qui est bien, c'est ce chemin-là qui va être agréable. Donc la positivité. Le deuxième P que je vous propose, c'est la parole. Et là, pour le coup, j'adore la voix Toltec et les accords Toltec, mais là, on pourrait y passer une semaine. Donc la parole impeccable. On peut faire la parole peut-être une bénédiction ou une malédiction, c'est à nous de choisir. Donc là aussi, petit à petit... aller vers une parole qui soit une parole la plus jolie possible. On peut se dire les choses, il ne s'agit pas de ne pas dire les choses qui ne vont pas, bien au contraire. Il s'agit de savoir s'affirmer en respectant l'autre. Et ça s'apprend. Il y a des techniques de communication. Moi, je travaille l'assertivité en entreprise et l'assertivité dans le couple. L'assertivité, ça veut dire s'affirmer en respectant l'autre. Donc, la parole impeccable, c'est important. J'ai fait une liste, enfin maintenant c'est plus une liste, c'est un petit livre avec tous les mots que j'ai entendus et toutes les expressions qu'on peut dire à nos enfants et qu'on peut dire aussi dans le couple, parce que c'est étrange, on peut se permettre plus de choses avec ses proches qu'avec les gens inconnus. On peut parfois dire plus de choses négatives, plus de vacheries à ses proches qu'à des gens inconnus. Donc, j'ai fait une liste au fur et à mesure de ces échanges avec les hommes, les femmes, les couples. Et on peut vraiment se dire des choses qui font très, très mal. Et on peut les dire une fois et ça va suffire pour nous envoyer une flèche qui crée une énorme blessure, comme le tais-toi dont je vous ai parlé au départ, dont moi j'ai été, je vais dire, victime. Mais il y a plein de choses qu'on peut envoyer et qui vont rester marquées. Alors, ce sont des blessures invisibles, mais ce sont des blessures qui font très, très mal. La parole impeccable, c'est donc la grande partie que l'on a à travailler en couple, c'est savoir mieux communiquer. On estime en entreprise que 80% des difficultés de l'entreprise sont liées à des problèmes relationnels. Je pourrais dire la même chose dans le couple, peut-être même plus. Il ne me comprend pas, il ne m'écoute pas, elle me parle trop, je ne sais pas quoi lui répondre, etc., etc. Il veut toujours avoir raison. Je voudrais qu'il change, mais je lui répète les choses et ça ne change rien. Enfin, tout ça, vous le connaissez certainement. Enfin, je crois, c'est possible. Donc, la parole et la communication au service de l'amour, c'est vraiment, vraiment important d'apprendre à mieux communiquer. Il y a aussi la pensée. La pensée, et là je vais remettre le mot positive. Parce que très rapidement, une fois qu'on a passé la période des lunettes roses, il est merveilleux, elle est merveilleuse, on s'aime, c'est très très bien. Oh, je ne pense qu'à lui, il est beau, je ne pense qu'à elle, c'est merveilleux. Et parfois, quelques temps après, tout ce qu'on a aimé de lui, eh bien, ça commence à finalement être moins merveilleux. Et la période des lunettes roses, cette première période de fusion, s'estompe.
Et il est possible qu'au fur et à mesure du temps, on ne commence à voir et à penser qu'aux défauts de l'autre. Donc la pensée positive, c'est au quotidien de penser à l'autre, de le voir dans son meilleur, de repenser aux bons moments qu'on a vécus ensemble et de cultiver une pensée qui va être une pensée constructive, évolutive. Plus je pense à quelque chose de négatif vis-à-vis de mon enfant, vis-à-vis de mon compagnon, de ma compagne, malheureusement, plus je crée un vortex, quelque chose qui va me permettre de vérifier cette négativité. Donc une pensée qu'on va apaiser, alors chacun avec des techniques qui nous correspondent. Nous, on va proposer des petits temps de méditation en couple, de regard bienveillant en couple. Parce que je ne l'ai pas dit, mais dans la communication, bien sûr, l'essentiel de la communication n'est pas verbal, elle est non verbale. Et parfois en couple, on oublie de se regarder, on oublie d'être présent l'un à l'autre. Et ça va être mon prochain P, c'est la présence. Être vraiment, vraiment présent. Je suis là quand je vous parle, je suis bien là. Quand je parle à mes enfants, je ne suis pas en train de penser à mon dossier en attente. Quand je parle à mon compagnon, je ne suis pas en train de détourner le regard ou de regarder d'un œil distrait autre chose. Pour moi, l'amour, c'est la présence. En tout cas, c'est une des définitions que je pourrais donner. Si l'autre est présent à moi, me fait ce cadeau de la présence, aujourd'hui la présence, c'est vraiment de l'or, eh bien, on est au bon endroit. Le nombre de fois où on voit des couples qui prennent ce temps parce qu'ils sont venus passer 2 jours pour eux, face à face, présents l'un pour l'autre, mais reprendre la flamme des débuts, parce qu'ils ont oublié, ils ne se calculent plus. Donc c'est simple, c'est gratuit, être présent à son compagnon, être vraiment là, une présence de l'écoute, une présence attentive, une présence chaleureuse à son compagnon et bien sûr une présence à ses enfants. Parce qu'il vaut mieux peut-être être là et avoir des liens vraiment de qualité, une présence, être là moins souvent, mais quand je suis là, je suis vraiment là. Donc ça, c'est la présence. Il y a à pacifier le passé. Pacifier le passé, là je vous en dis un petit mot, il y a là aussi beaucoup à dire, mais je vois la vie, je vois mes aïeux, je vois vos aïeux comme une équipe de sport transgénérationnel. Voilà, on a tous, chaque génération a eu un challenge particulier. Il n'y a pas si longtemps, il y avait la guerre, on était en mode survie. On ne pouvait pas s'occuper de tout, on ne pouvait pas être sur tous les fronts. Donc aujourd'hui, il me semble que la période justement est à la présence. On va récupérer l'amour, l'ouverture du cœur, l'écoute. Donc pacifier son passé en tant que parent, c'est important. Parce que si en tant qu'homme, j'en veux à mon père, à mon grand-père, j'arrive pas vraiment à me mettre dans cette lignée d'hommes, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué. Et idem en tant que femme. On me dit souvent, oh là là, et parfois les hommes me disent ça, c'est un peu psy tout ça. Moi je dis, on apprend l'histoire de France, l'histoire du monde à l'école, c'est génial. Et pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas et on ne regarderait pas sa propre histoire personnelle ? Pourquoi on n'apprendrait pas comment on fonctionne ? Je trouve que reprendre sa liberté, c'est justement de s'intéresser à son chemin de vie. Voilà, reprendre le fil de sa vie depuis sa naissance, se poser des questions sur sa propre naissance pour, quand je vais accueillir mon enfant, eh bien peut-être que ça va libérer de l'énergie. C'est tout simplement une curiosité personnelle. Je m'intéresse à ma vie. Et à mes enfants, je vais donner la même
la même possibilité de s'intéresser à leur vie. Il n'y a rien de particulièrement psy là-dedans. Ou alors tout est psy. Donc, le passé pacifié. À notre P, on va créer un pacte de couple qu'on appelle un totem de couple. Un totem de couple, c'est ce qui nous réunit, ce qui nous fait vibrer ensemble. Parce que ce que j'ai entendu souvent, c'est que ça devait être évident, ça. Mais ça, c'est évident, je ne te l'ai pas dit, c'est évident. Rien n'est évident. Donc, on a besoin d'un totem, d'un pacte qu'on va régulièrement reconsulter, où on va inscrire ce qui nous tient à cœur et l'un et l'autre. On va faire des consensus, on va mettre nos valeurs essentielles, ce qu'on a envie de vivre et surtout un cap de vie. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aimerait se dire à la fin de notre vie? Qu'est-ce qui est important pour nous pour ne pas passer à côté de notre vie? On a baptisé ça un totem de couple, c'est la fibre du couple et c'est important de prendre du temps pour cela. Si vous avez quelque chose à retenir, ça serait 3 mots. 3 mots que j'aime beaucoup. Le premier, ça serait « Waouh ». Waouh, parle-moi de toi, dis-moi plus, ça m'intéresse, ton monde m'intéresse. Waouh, vas-y. Hein? Je veux connaître ton monde, toi, mon partenaire de vie. Waouh, dis-moi plus, comment tu vois les choses? Waouh, tu vois ça comme ça, toi? Donc ce mot « waouh », gardez-le précieusement. Je te découvre et je te redécouvre et explique-moi comment toi tu vois les choses. Un autre mot, c'est bravo. C'est le deuxième. Bravo. Se féliciter. Alors bien sûr soi-même, parce qu'il n'y a pas de maman parfaite. Mais je fais au mieux et je me félicite. Et je félicite mon partenaire et je lui dis bravo, bravo, bravo. Je cultive en fait en lui tout ce qui peut pousser et je cultive en voyant les jolies choses chez mon partenaire, en voyant les jolies choses dans mes enfants, je les fais pousser. Donc le deuxième mot, c'est bravo. Vous pouvez vous féliciter. Et le troisième que j'adore, c'est le mot merci. Merci. Merci d'être là, mon compagnon. Merci d'être là, mon compagne. Ma compagne. C'est mieux. Merci, merci mon enfant d'être ici. Merci de nous honorer de ta présence. Bienvenue sur terre, mon enfant. Merci d'être là. Bienvenue sur terre. Il y a une place pour toi ici, maintenant. Dites-vous ça à vous là, à l'instant, à vos enfants intérieurs. Je vous dis bienvenue sur terre à tous les enfants que vous êtes. Bienvenue, merci de nous honorer de votre présence. Il y a une place pour vous ici sur terre. Et c'est vraiment le message que vous pouvez adresser par la pensée à votre enfant. Il y a une visualisation qui s'appelle Bienvenue sur terre, que vous pourrez retrouver sur, voilà, j'ai un site qui s'appelle Oasis Management. L'idée, c'est de bercer l'enfant intérieur et de lui souhaiter la bienvenue sur terre. Donc, waouh! Merci, bravo et merci. Et je vais demander à Gilles, mon compagnon, de venir parce que vraiment, je le remercie d'être venu dans mon univers. Nous partageons notre vie depuis 8 ans. Nous avons passé la 50aine. Vous pouvez l'applaudir, c'est courageux. On s'est rencontrés il y a 8 ans. Voilà, ça a été vraiment un grand coup de foudre, de coup de cœur, etc. Puis on s'est dit, on va chérir notre relation. Pour moi, le couple, c'était comme une mission de vie, de transmettre vraiment l'idée qu'on a choyé son couple. Alors j'ai dit, Gilles, ok, mais est-ce que tu es d'accord pour qu'on prenne soin de notre couple, qu'on se forme ensemble, qu'on apprenne ensemble, qu'on chemine ensemble? Et j'ai dit oui. Et il a dit oui. Et après, je lui ai dit... Non. Et après, je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on
on aille un peu plus loin, on crée une formation tous les deux, mais une formation. Et là, j'ai mis, vous savez, le pied sur la pédale de frein. 5 ans. Ça sentait vraiment le plastique brûlé et le caoutchouc brûlé. Il ne voulait pas parce qu'il me dit « je ne suis pas légitime, c'est ton univers ». Et donc je lui dis merci, merci, merci du fond du cœur. Parce que du coup, on anime cette formation ensemble, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas son univers, il a un autre job, il est dans les énergies renouvelables, le soleil, c'est super. Et on vous encourage à aller dans l'univers de l'autre. On a pu entendre des femmes témoigner là pendant 2 jours. Et c'est incroyable. C'est incroyable de vous entendre, vous les femmes, être en appétit de vie, en appétit de communion, en appétit d'ouverture. Et je voudrais vous dire, mais bravo, merci d'avoir le courage de nous inciter. Alors nous, les hommes, mais on voit bien qu'il y a du féminin, on voit bien qu'il y a du masculin. Souvent, on dit non, mais c'est un non qu'il faut peut-être goûter comme étant oui un jour. Ou peut-être arrête de vouloir que je change. Et donc du coup, je voudrais juste demander aux hommes, si vous êtes d'accord avec moi, de faire en sorte que on soit d'accord d'applaudir les femmes qui sont ici présentes, comme autant de femmes incroyables qui ont rencontré nos parcours pour aussi nous permettre d'accoucher, nous, au meilleur. Et c'est incroyable. Je vis une histoire qui est incroyable. Oui, on a des crises. Oui, bien sûr, on s'engueule. Mais les gars, levez-vous, marchez. C'est incroyable. On peut vivre heureux à 2. Voilà. Alors moi, je vais vous dire, les femmes, levez-vous. Et si les mecs, on peut les applaudir, mais... Et je tiens à vraiment remercier les hommes qui sont là. Les hommes, moi, je forme souvent aussi beaucoup avec des groupes d'hommes. Hein. Et je sais que les hommes, une fois qu'ils ouvrent la porte, en fait, ils sont hyper volontaires. Et je tiens à les remercier. Et du coup, les hommes, je vous demande de vous lever et on va vous applaudir. Les questions. On va juste... Non, alors, on était dans le 7e P, parce que pour ceux qui suivaient, il y avait encore un 7e. Et le 7e, c'est la pratique. Alors, la théorie, on connaît, l'enseignement, puis le test. Ça, c'était quelqu'un qui va devenir peut-être une amie. Tu es là, et qui nous a fait cette proposition par rapport à l'enseignement en France. Ah, on est super bon en théorie, l'enseignement c'est super, mais super en théorie. La pratique, waouh, que dalle. Et derrière, on teste. Alors nous, ce qu'on a proposé, c'est de renverser. C'est venez pratiquer là où vous voulez, si nous on propose ça, et ce sera super de pratiquer. Donc la pratique, c'est aussi des occasions de se mettre dans une bulle. Voilà. On va passer, je pense qu'il y a des questions. Oui. Je vais passer le micro donc, dans la salle. Il nous reste 10 minutes pour des questions après cette conférence très lumineuse, pleine d'émotions. Donc n'hésitez pas et levez la main pour la première question. Alors, on avait un petit texte à vous lire, mais il est un peu long. Alors, si vous voulez venir le lire, il sera donc au stand 101. Et si vous voulez échanger, on est là cet après-midi. Bonjour à tous et merci pour tout ce que vous venez de nous transmettre.
Je voulais simplement rebondir sur une chose que vous avez dite concernant apprendre à nos enfants leur naissance, d'où ils viennent, etc. Parce que voilà, j'ai mon fils qui vient de rentrer en 3e, et le premier devoir de français que leur a fait faire leur professeur, c'est école publique, c'est venez auprès de vos parents et demandez-leur de vous raconter votre naissance. Voilà. Bravo. Oui, c'est très très bien. Pardon, pas bravo à moi, bravo au professeur. Oui, oui, bravo, oui. Et il y a beaucoup, beaucoup de pudeur autour de la naissance. C'est une question que je pose souvent. Que savez-vous de votre propre naissance en formation? Je vois des yeux qui s'écarquillent et bien souvent on me dit c'est quoi cette question? Pourquoi elle nous pose cette question? On est là pour parler de la communication, on nous parle de la naissance, parce que c'est là que se créent les premiers liens d'amour. Et bien souvent, je n'ai pas de réponse. Oui, bonjour et merci. J'aurais aimé avoir votre point de vue. Dans mon grand optimisme, je me suis toujours dit, je surmonte les épreuves avec mon mari, avec mon amoureux, comme je l'appelle, et ça nous renforce. Mais quand même, je me dis qu'au bout de 20 ans et au bout de beaucoup d'épreuves, est-ce que ça n'affaiblit pas le couple quand même? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas un surplus qui fait qu'on n'y arrivera plus? Vous en pensez quoi? Alors, je ne peux pas dire oui ou non. Ce que j'en pense, c'est que on empile beaucoup dans un couple. Il y a beaucoup d'empilage. Donc, ce que l'on peut faire, en tout cas, ce que l'on peut se dire, c'est de se coucher sans d'être relationnel, d'essayer d'être le plus au clair possible, de se dire les choses de façon à ne pas empiler, parce que quand on empile, à un moment donné, le couple va éclater, il ne sait même pas pourquoi, ou on va se mettre en colère pour des broutilles, mais en fait, c'est parce qu'on a trop empilé. Donc, apprendre à désempiler. Et quand, au bout de 20 ans, on sent qu'il y a peut-être une fatigue, une lassitude, c'est vraiment s'extraire du quotidien et prendre le temps d'un bilan. Ce que j'appelle un bilan, c'est prendre du temps pour voir notre vie en couple et se donner une nouvelle version du couple. L'idée, c'est d'être infidèle dans le couple, d'être infidèle à son vieux modèle, d'être infidèle au connu. Voilà. C'est un thème qui est cher à Gilles, c'est l'infidélité, mais au bon endroit. Donc, vous pouvez donner une nouvelle version de votre couple. Ça veut dire s'en donner les moyens, le temps, l'envie, mais c'est tout. Enfin, ça me paraît possible. J'ajouterais juste une chose, c'est qu'il y a une seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et peut-être qu'on s'est mis en couple pour des raisons qui sont liées à l'amour, à la fusion, à l'attraction, puis on a fait des enfants, puis tout ça c'est venu. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est un renouvellement de la conscience de ça. C'est-à-dire que je suis là, je pense toujours à cette étude américaine qui dit c'est quoi les 4-5 regrets avant de mourir. Avant de mourir, on ne pense pas à autre chose que est-ce que j'ai assez aimé? Est-ce que j'ai dit à mes proches que je les aimais? Et souvent, les gens même vont partir parce que, je pense à mon père par exemple, parce que quelqu'un est venu lui dire juste avant qu'elle parte, je suis là. Donc, c'est vraiment de remettre aussi les choses essentielles à la place et se dire, j'ai peut-être encore une chance avec cet homme. Je suis peut-être là, mais j'ai encore une chance d'ouvrir mon cœur. Et donc pratiquer autrement. On en revient à la phrase de départ, la folie, c'est de se comporter toujours de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. C'est si tous les deux, vous pouvez maintenant dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, en fait. Oui, merci. Mais mon propos était plutôt sur les difficultés de la vie, les accidents de la vie, plutôt que ceux du couple. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que justement, on a surmonté tout ça avec beaucoup de complicité, d'amour et de... D'accord. Qui est toujours là, il me semble, mais je me dis, ce qui n'est pas du tout l'ordre du jour, mais je me dis, est-ce qu'à un moment donné, la vie ne n'enverra pas une difficulté telle par rapport à nos enfants, la maladie, ce genre de choses qui, vous voyez? Donc je me pose la question, est-ce qu'on est plus fort ou est-ce qu'au contraire, ça nous rend plus faibles? Mais j'imagine que c'est une question ouverte parce qu'on n'a pas forcément la réponse. A priori, les épreuves ont le pouvoir de nous renforcer. Voilà, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
je ne sais pas si je vais arriver à parler. Je viens de vivre une naissance, donc merci. Et donc ma question, c'est savoir si vous pouvez m'offrir un câlin entre vous deux. Avec À mon plaisir. enfant intérieur. Voilà. Pour finir la guérison. Donc, D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? C'est le moment. Oui. Gilles se prêterait une question d'un homme. Bonjour. Bonjour. Ah, ça sera le prochain. Moi, j'ai une question par rapport à si dans le couple, il y a une personne... par exemple, vous parliez de remettre en question l'éducation des parents, revoir tout ça. Et s'il y a une personne qui ne veut pas le faire et que ça bloque, enfin, une personne qui est bloquée, je pense, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait voilà, quand il y a une personne qui veut bouger les choses et une autre qui bloque. Oui, donc peut-être si j'extrapole un peu votre question, c'est moi j'aurais peut-être envie, et peut-être que mon partenaire ne serait pas tout à fait dans les mêmes dispositions. J'extrapole un peu. Hein. Alors ça, c'est une question qu'on nous a posée ça fait pendant 2 jours. Voilà, moi j'aimerais bien, mais comment je fais pour amener l'autre dans mon univers? En fait, je vais parler en tant que femme. On a entendu des femmes, et c'est pour ça qu'il y avait toutes aussi complimenté les femmes qui vont chercher, qui ont envie. Alors, je généralise là, bien sûr qu'il y a des hommes aussi dans ce schéma-là. Hein. Mais on a entendu des femmes qui ont envie, qui vont chercher, qui ramènent des informations à la maison et qui disent, voilà, ça serait bien qu'on fasse ça. Il faut faire ça pour que ça soit bien. Je caricature. Hein. Et l'homme, il y a peut-être un pouvoir qui se met entre les deux à cet endroit-là, vous voyez. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'autre saurait mieux ce qu'il faut faire? C'est pas parce que on lui a dit qu'il faut faire ça qu'il faut le faire. Donc, il peut y avoir beaucoup de jeux de pouvoir. Moi, je sais, je te ramène l'information, il faut que tu le fasses aussi. Donc, c'est présenter les choses différemment, certainement. Parce que si je fais des raccourcis, peut-être que moi, homme, petit enfant, maman m'a déjà dit ce qu'il fallait que je fasse, comment il fallait que je le fasse, etc., etc. Et là, on continue à me dire ce qu'il faut que je fasse, etc. Voilà, il y a besoin de dire différemment et de se sentir partenaire dans cette évolution. Dernière question. Un homme. Bonjour. Donc c'est plus une question par rapport à la relation parent-enfant. Et donc je suis moi-même convaincu que les enfants sont des éponges à émotions. Donc au regard de ça, comment peut-on aider nos enfants devant des phobies? Par exemple liées aux araignées, par exemple. Peut-on les aider? Alors, c'est une question voilà, un peu particulière. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas se moquer d'eux. Ça va vous paraître, certainement, vous le savez déjà, mais c'est bien de le rappeler. Moi, je travaille beaucoup sur les peurs, parce que je suis quelqu'un qui avait très, très peur, en fait. Et j'anime une formation depuis des années qui s'appelle « Apprivoiser ses peurs ». Et on s'aperçoit voilà, la peur est une émotion qu'on n'aime pas trop. Avant, on disait qu'on avait la trouille, etc. Enfin, on pouvait être raillé pour ça. Donc, plutôt l'accompagner et lui dire OK, t'as peur. Voilà, ne pas aller contre, mais faire avec cette peur. Dis-m'en plus. Dis-m'en plus sur cette peur. Qu'est-ce que ça te fait? Faites-le parler de sa peur. Et surtout en étant présent à l'écoute. Faites-lui dessiner sa peur. Allez dans son univers. Ne cherchez pas de solution. Surtout pas. Ça, c'est valable tout le temps. Mais allez dans son univers. Et là, en tout cas, ça peut lui faire que du bien.
Je pense qu'on peut applaudir ce merveilleux couple de lumière. Vraiment, merci pour cette émotion, cette sincérité.